Fidèles auditeurs, enfin j'espère qu'ils sont fidèles, bonsoir pour cette nouvelle édition d'À Contretemps, une émission qui balaie l'actualité, qui balaie les phénomènes de société, du monde et de la Martinique, et puis aussi qui traite de cinéma avec Nadia Selkal. Bonsoir. Bonsoir. Et puis de musique, d'économie de la musique avec Christian Boutin. Bonsoir Gérard, bonsoir Nadia. Vous avez eu une bonne semaine? Ah oui, une bonne semaine. Très bien. C'est pareil. Oui, je n'ai pas d'éléments négatifs. Oui, je pense pouvoir dire que c'était bien. Bon, on va parler. Alors, on va prendre notre sujet fétiche, qui est le coronavirus, en deuxième temps. J'avais décidé de ne pas trop parler, puis finalement, actualité oblige. Mais on va quand même commencer par un fait qui a marqué les esprits. C'est à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, des incendies volontaires qui ont éclaté un peu partout autour du François Capest et tout. Des journalistes de Martinique Première agressés, et puis d'autres hauts faits, insultes, injures, etc., et puis du matériel volé. Et ça, c'était dans l'exercice de leurs fonctions. Ça a commencé très bien. Ça a commencé très bien par des activités traditionnelles, danse, lambi, concours de lambi, chant, et puis les esprits se sont enflammés et puis ça a éclaté. Alors, j'ai 4 questions à vous poser. Je vais vous les poser tout de suite. Premièrement, très scolairement, parce qu'il faut faire attention à ce genre de sujet-là. Pensez-vous que l'État français a une politique à l'égard de nos gilets jaunes locaux? La comparaison est un peu oiseuse. Est-ce que vous pensez que là, le préfet, que l'État... C'est une question piège. Est-ce que vous pensez qu'en Lyon, on dit voilà, on va les laisser faire, alors qu'ils annoncent leur manifestation par les réseaux sociaux? Ces réseaux sociaux-là, ce sont les mêmes identités, ce sont les mêmes URL des mêmes ordinateurs qui font les convocations par les mêmes applications. Donc, statistiquement, chaque fois qu'il y en a eu une demi-douzaine, il y a eu des échauffourées, il y a eu une certaine violence. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils savent à l'avance que ça risque de dégénérer, qu'ils laissent faire? Ou bien, alors, enfin, quelle est votre opinion? Allez, je vous laisse parler. Enfin, j'ai envie de dire que les temps sont à l'échauffement. Et aux échauffourées. Non, c'est pas une... Nous sommes en plein cas, même. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que l'année dernière, c'était l'ère des boulonnages. Tu as parlé des gilets jaunes, c'est un phénomène qui existe. Quand je dis phénomène, la revendication, pas que sociale, sociétale. C'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais c'est vrai que ça a pris une autre forme depuis quelque temps, fort malheureusement, puisque toutes ces revendications, toutes les manifestations, et là en l'occurrence 22 mai, donc abolition de l'esclavage, on est dans la commémoration, un temps fort du calendrier de la Martinique. Ben, cette manifestation, à l'instar des autres, dégénère. Donc, si tu veux, c'est plutôt dans un contexte plus général de manifestations qui dégénèrent. En fait, tu banalises. Non, je banalise pas. Mais si tu veux pointer pourquoi cette manifestation aurait dégénéré, plus qu'une autre, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça mon questionnement. Moi, je suis, comment dire, assez circonspect. La violence ne portera rien. C'est pas avec la violence. Tu n'as pas oublié ma question quand même. Est-ce que l'État français mesure... Faut pas oublier mais je ne suis pas l'État français, je ne peux pas te répondre. Non, mais est-ce que tu sens qu'il y a des... Autrement dit, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'organisation de l'ordre social? Tu te souviens de la grève, vous vous souvenez de la grève des policiers où ils expliquaient, vous souvenez-vous bien, ils expliquaient que si réellement il y a aux 4 coins de la Martinique maintenant des explosions de violence ou bien des faits d'incivilité, etc., qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force capable d'arrêter ça. C'est une parenthèse. Alors, on continue, mais je te laisse... Non, moi je raisonne en me disant, je ne vois pas où ça nous emmène. Je vous dis ça sincèrement. Et sans vouloir faire de la propagande, j'oublie son nom, le gars du petit bonhomme là qui est candidat là, aux élections. Ferdinand. Ferdinand a dit un truc très clair l'autre jour. Il était en télé, il dit, écoutez, on fait chlordécone, on n'a qu'à faire en sorte que quand le président de la République arrive ici, on envahit l'aéroport. Oui, ça a déjà été il y aura un écho partout, etc. Faire le buzz. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est la méthodologie est un élément important si nous voulons des résultats. Et la méthodologie implique non pas la violence, mais l'intelligence. Alors j'avais une question qui venait après, c'est y a-t-il une stratégie derrière ces mouvements? Tu m'as précédé, ok? Mais je ne sais pas. Derrière les mouvements, alors pour le coup,
Bien sûr. je ferai le lien, enfin le lien c'est beaucoup dire, mais quand on voit ce que tu rapportes, dégradation, vol et compagnie, on peut se demander s'il y a une stratégie. Parce que la commémoration et les manifestations, elles sont toujours... et là, c'est pas un jugement de valeur, elles sont toujours légitimes, c'est toujours intéressant, il y a toujours derrière une Ça vraie, devrait correspondre à vraie ça intelligence. devrait correspondre à leurs revendications profondes, leur identité, leur histoire et tout ça. Pas Ok. leur, l'identité et notre l'histoire. histoire. Voilà. Mais pour le coup, quand on voit... Je vais vous donner mon avis sur ça. Qu'est-ce que tu penses du silence des élus? Les élus, là, il y a eu quelques-uns qui se sont prononcés quand même. Moi, je n'ai pas été très attentif, mais... Ouais, parce qu'ils sont comme nous. Hein. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux dire de manière très succincte, c'est que je fais partie de la génération qui n'avait pas le 22 mai. Toi aussi. Le 22 mai n'était pas... Mais on s'est battu pour ça. On s'est battu pour le 22 mai. Donc c'est important que les jeunes un peu générations seul, là. Oui, effectivement. sachent qu'il y a eu beaucoup de luttes avant. Oui. Hein, on a beaucoup, bon, je ne vais pas faire le... Voilà. Mais on s'est battu pour le 22 mai parce que quand on était à l'école, il n'y avait pas le 22 mai. Le 22 mai, c'était un jour qui n'était pas férié, chômé. On a obtenu que le 22 mai soit un jour d'appoiement chômé et après férié, je ne sais plus quoi. Donc, c'est une conquête qu'on a faite. Donc, le combat aujourd'hui... Mais le combat n'était pas un combat contre les béquets. C'était un combat pour la reconnaissance d'un fait historique qui nous appartient et Voilà. Voilà. Alors, voilà un peu mon opinion. Vous savez que je vais essayer d'être bref. Vous savez ce qu'on appelle le traumatisme, le post-traumatisme. Oui. L'esclavage a été une véritable, je serais vulgaire, vous permettez, une véritable saloperie historique. Quoi. Incontestablement. Ça a été quelque chose d'horrible. Et ça a duré, ça a perduré. Le mépris des libertés individuelles, transplanter les gens, les séparer de leur... Enfin bref. Et puis les tuyaux. Oui, Des Des êtres troupes humains. les mutilés, non, mais c'est clair que ça a été quelque chose. Ouais. Mais il s'avère que de cette horreur, de cette ignominie, est ressorti quand même une collectivité, une communauté, un peuple. Un peuple de gens qui bon, et même les pieds erreurs qui ont pu être faites, hein, je vais les citer: départementalisation, assimilation, meilleure patrie, dissidence, nanani, nanana. Mais c'était des actes de résilience. Quand on rentre bien au niveau thérapeutique, à la limite d'une communauté, d'un groupe, c'était une façon de se sentir homme, comme les Noirs américains qui sont partis à la guerre. Mais je suis désolé, on fait ce qu'on peut pour vivre sur ce monde quand on a été aussi banni de la terre, damné de la terre. Et là, on a l'impression que comme on a le tambour, on a le cri à l'école, on commémore nos hommes, on a un drapeau. Et on a l'impression qu'il y a des individus qui, inconsciemment, je ne pense pas qu'il y a un plan machiavélique, qui inconsciemment ne sont pas satisfaits de cette résilience. Ils ne sont pas satisfaits de la guérison qu'on effectue avec même les erreurs historiques post-coloniales, etc. Oui, c'est mon analyse. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Eh bien, ouf. On revient à notre Covid Non, chéri. mais c'est bien dommage. Vous voulez continuer sur ça? Non, Bon, on mais continue. juste, non, mais enfin, excusez-moi, mais là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié vos deux points de vue. Et j'avoue, c'est en toute simplicité, je ne savais pas. Là, pour le 22 tu savais pas ça? non, Eh ben ouais, mais je c'est sais ça. pas, pour moi, ça a toujours été férié. Ah, pas Mon du Dieu. tout, pas du tout. Mais c'est harmonique. Enfin, alors on fera une émission spéciale. Et là, avec- j'ai très honte, parce que... Non, et là, non, mais comment la tu n'as pas à méconnaissance... avoir honte parce qu'on ne t'a la on ne t'a est- pas appris ton histoire au lycée. Ah non. Mais c'est ça aussi, c'est une réalité, tu n'as pas à Moi, avoir honte. j'ai appris Tu la as appris toute seule par bribes. Ouais. déstalinisation. Oui. Voilà. OK. Alors, contre le Covid-19, l'utilité des applications de traçage, on revient à nos amours, l'utilité des applications de traçage des cas contacts était possible à mesurer. Autrement dit, bon, je deviens un peu critique, on fait un tas de trucs, ça a un tas de noms, et puis en réalité, on se demande à quoi ça va bien servir. Mais avant, quelques éléments d'information. Eureka ou Alléluia, entre le 17 mai et le 23 mai, 94 nouveaux cas. C'est Seulement. super. Ouais. En Martinique. En Martinique, oui. Ça me- Pour Enfin, 3000, superbe. ouais. Enfin, oui, c'est zéro qui sera superbe. Mais ça veut dire que ça descend. Relativisons, quoi. Premier point. Je souffle le chaud et le froid. Selon l'OMS, le bilan du Covid-19 est largement sous-estimé et l'épidémie aurait fait plus de 6 millions de morts dans le monde. Ça a fait un paquet. Hein. Un paquet, ouais. 6 millions de morts. Quand je vois que des gens
qu'on aime beaucoup, et tout près de nous, nous disent le vaccin, nanani, nanana, bon, ils sont libres, c'est la démocratie de faire ce qu'on veut. Mais enfin, ta santé, là, il y a une solidarité, il faut simplement se dire que nous formons une chaîne humaine. Quoi. Bon. Dernier point, la surmortalité réelle liée au nouveau coronavirus serait 2 à 3 fois supérieure aux chiffres fournis par les États. Dans certains pays, l'espérance de vie pourrait perdre 2 à 3 ans. Alors, à partir de là, on fait ce qu'on doit faire par rapport à tout, hein, par rapport au protocole sanitaire, par rapport aux gestes de barrière. C'est la démocratie, hein, comme je dirais à l'autre. Tu fais ce que tu veux, mais enfin, ce que tu fais importe sur la santé de mon environnement, et la mienne aussi, puisque nous sommes vaccinés tous les deux, mais on peut l'attraper quand même. C'est ça, absolument. Mais vous vous vaccinez, vous vous prémunissez des effets graves, les plus graves. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, il y a un petit élément que je veux souligner, que j'ai entendu évidemment dans les médias, c'est qu'aujourd'hui, il y a des propagandes mensongères qui sont organisées. Il y a des youtubeurs qu'on paie, on leur donne un chèque de 2000 €, et puis on leur dit, poste une information par laquelle tu diras que Pfizer n'est pas bon, à tuer du monde. Oui, et quand c'est lancé, c'est lancé. C'est le piège de la démocratie, en réalité. Mais pour le coup, Où est la vérité? C'est Parce que le gars, effectivement, on lui donne 2000 €, il poste n'importe quoi, si vous voulez. Mais en réalité, ça crée un trouble. Parce qu'on peut tout imaginer. On peut imaginer un concurrent qui n'a pas encore mis au point son vaccin et puis qui veut ralentir Pfizer. Il lui reste 2 mois de tests encore pour performer. Il ralentit tout le monde. Il se dit, puis quand je vais arriver après, je vais payer des gens pour dire, finalement... on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Tu te rappelles quand Trump a été élu, comme on a dit que les services secrets par le numérique, par la Russie, alors aussi, même par rapport à Sputnik, c'est très complexe. Hein? Oui, c'est très complexe, mais en fait, ce qu'on dit maintenant, ce qui s'est révélé maintenant sur accessoirement Pfizer, enfin le vaccin, c'était déjà une pratique à l'œuvre. Et c'est vrai que coronavirus, notamment sur toutes les études qui ont été faites sur le virus et pour la production du vaccin, il y a eu beaucoup ça a été le lit de beaucoup de théories complotistes. Absolument. De porter le discrédit sur, oui, mais au fait, qui t'a payé, qui t'envoie pour dire ça? Et c'est compliqué. Alors, il semble qu'en Israël, bon, apparemment, 60% de la population vaccinée, il y a très peu de cas nouveaux. Oui. Par contre, ce n'est pas le même cas en Angleterre. En Angleterre, il y a quand même des... Il y a quand même l'histoire du variant indien. Oui, il y a le variant qui vient fausser, mais ils ont quand même tenu bon. Ouais. Alors, allons à cette histoire de traçage-là, parce qu'on veut voir toutes les facettes du problème. Alors, en tous les cas, il ressort qu'aucun des 24 pays européens qui ont développé une application ne dispose d'indicateurs fiables de leur efficacité. Alors, chez nous, ça s'appelle tous anti-Covid. C'était avant Stop Covid. Je n'ai pas voulu aborder la question du délit de favoritisme qui est lié à l'attribution des marchés. Bon, c'est secondaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Ça, Mais là aussi, il y a eu un problème de pognon et d'argent. La majorité des gouvernements en Europe ils ont quand même développé une application mobile parce qu'il faut essayer de... Alors, ma question, elle est simple. Il y a un tas d'éléments sur ça, le nombre de personnes qui sont suivies, à quoi ça sert. Alors, grosso modo, le principe, c'est que avec l'application, on croise quelqu'un qui a... Et on peut, à condition qu'elle est révélée, qu'elle est aussi... on sait qu'il y a donc... c'est anonyme, on sait qu'on est passé vers un lieu, un endroit, et on prend les précautions qu'il faut. C'est grosso modo ça le système. Là, à ce niveau-là, vous dites que je dis une chose et son contraire. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu attentatoire à la liberté individuelle, même si tout le monde a été... Là, je suis un peu gêné. Sauf que là, c'est déjà le cas. Oui. Non, c'est-à-dire que là, tout le foin qu'on fait pour tout ce anti-Covid, etc., un truc tout bête, tu enlèves la localisation de ton téléphone. Ouais. D'accord? Mais enfin, je sais pas, tu vas chercher la météo, on sait très bien où tu es. Tout simplement, donc ça existe déjà. Tu vas sur, allez, je prends le réseau social le plus ancien, il y a que les vieux maintenant qui l'utilisent, c'est Facebook. Sur Facebook, les vieux. non mais attends, pour nous, mais de rien. tu vas dans une manifestation. Tu vas regarder tes suggestions d'amis, mais il y aura un tas de personnes que tu auras rencontrées. C'est ça. Donc c'est déjà le cas. Donc je comprends. Je ne suis pas en train de dire non, ils ont raison, etc. Mais les carottes. Ce que tu dis, c'est que les carottes sont cuites, quoi. Non, mais c'est qu'elles sont déjà cuites. Donc là maintenant qu'on nous demande de les manger, enfin ça suffit les gens. Bon. Enfin bon, pardon, excusez-moi.
Oui, bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut utiliser. Alors là, c'est On une peut mettre du technologie. sel, Alors, Carotte. ce que tu lui expliques, c'est que la technologie, elle est utilisée pour des intérêts mercantiles, pour savoir ce que tu aimes, la musique que tu aimes quand tu fais du streaming, ce que tu consommes, quand tu commandes, tes sites d'intérêt, quoi, tes activités privilégiées, et que donc là, c'est que ça sert au moins à tenter d'aider à enrayer une pandémie. Et que donc, Oui. donc tu es d'accord pour ça? Stop. C'est Non, une application. Le raccourci pour dire que je suis d'accord, là non, parce que je ne suis pas d'accord ni avec le raccourci ni avec Oui. tout ce Covid. Oui. Mais je veux dire qu'il faut être lucide. Oui. Aujourd'hui, la donnée et l'élément qui fait vendre, enfin, le produit, c'est nous, c'est nous dans tout ce qui nous constitue. Nos goûts, comme tu l'as dit, nos préférences, nos centres d'intérêt, parce que derrière, il y aura nos achats. Enfin, c'est ça, et c'est ça que les sociétés veulent, mais elles ne le veulent pas pour nous, c'est pas pour nous enlever notre sang, là, je suis carrément dans Matrix, mais c'est juste que c'est... Oui, c'est déjà ça on est déjà dans cette société. Donc aujourd'hui, c'est notre santé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, ça va t'intéresser, Christian. J'ai 2 applications de streaming, une qui s'appelle Deezer, et l'autre qui s'appelle Adagio. Adagio, c'est pour la musique classique. Ça me permet d'augmenter mon niveau, puisque nous avons une association qui s'appelle Comité Martiniquais de la musique, et nous ne refutons aucune musique au monde. Bien sûr. La classique, la haïtienne, bon, il y en a qu'on avale, qu'on digère plus ou moins. Donc je me suis dit, tiens, je vais... C'est quand même le Comité Martiniquais. Oui, il est quand même martiniquais, mais il ne peut pas se limiter... Il est là pour la production du pays. Voilà. Je ne vais pas faire encore une parenthèse. Donc j'ai ces 2. Et c'est vrai que pour augmenter mon niveau de connaissance de la musique classique, on la connaît, on l'a tellement écoutée, entendu, on la connaît la musique classique, mais essayer de serrer, ça c'est Brahms, ça c'est Tchaïkovski, ça c'est etc. La culture, quoi. Je n'ai pas honte, moi, d'essayer d'avoir de la culture. J'ai donc beaucoup écouté à la radio, et quand je vais maintenant sur Deezer, où j'écoutais essentiellement nos jeunes artistes, Begin Jazz, du jazz tout court, les vieux morceaux de comment s'appelle cet éditeur qui Frémo, qui reproduit Sténio, Léardé, etc. On en trouve quelques-uns là, les vieilles Begin, etc. J'allais sur Deezer la plupart du temps. Brusquement, disait ça m'a donné dans le flow. Le flow, c'est censé être une partie de l'application qui modélise les choix, oui, par rapport à tes goûts, et qui te donne la musique. Brusquement, flow comme la musique classique. C'est ça. Oui, mes frères, moi, pas un c'est pas ça, pas qu'à votre Mais c'est pour te dire, non, mais j'ai ça aussi. Ouais. Ne sois pas infidèle, s'il te plaît. Reste. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Mais les plateformes de streaming pour la télé, pour le cinéma, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Moi, je sais que maintenant, Netflix, par exemple. Netflix, c'est le plus intrusif. Dès que tu as vu un film, il te propose... Il te bombarde tous les... Voilà. On parle de liberté individuelle, je crois. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tant que c'est dans du divertissement, on ne voit pas. D'ailleurs, on ne le voit même pas. Alors, Facebook, parfois, qui me donne une image de Begin Jazz de 2013, il m'a dit, il y aura souvenir. Ouais. Il me prenait une image où j'étais... C'est compliqué, ça. Hein. Mais qui leur a dit que... Qui leur a dit que... Comment ils savent ça? Voilà. Chaud. C'est comme le téléphone. Alors finalement, tu te satisfais du truc, tu partages même, quand tu réfléchis, tu dis, oh là là, en 2013, ou en 2013, mais peut-être plus avant aussi, les mecs te ressortent une image, quoi. Enfin, les mecs, merci Christian, c'est la mémoire aussi. Nous, on oublie, mais ça reste stocké. Ouais, mais et une fois que c'est publié, et ça ne nous appartient plus. On est vraiment plus dans le programme, ça fait rien. Vous avez remarqué que Google Photos et tout ça vous donne des photos des années d'avant. Mais c'est ça que je te dis. Des photos. C'est oui, c'est le même système. Mais je trouve pas ça désagréable parce que c'est des photos on ne sait même plus où elles sont. Oui, non mais là par contre c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça c'est le cloud. Non mais ça c'est encore un autre sujet financier, aux enjeux financiers. Ouais. Tout le monde a reçu au 1er juin, Google change ses règles. Donc avant pour tout le monde c'était gratuit ad vitam, et finalement non, on a dans la partie gratuite, on n'a que 15 gigas de capacité stock. de mémoire. Et finalement, tout le monde se retrouve un petit peu comme moi, à avoir du 262% de dépassement. Ouais. Sauf qu'il faut régler. Faut payer.
Mais tu paies pas cher. Non, quoi, c'est pour le principe. J'aime bien. Tu ne Voilà. paies pas cher, mais Donc, tu paies quand même. Mais au nombre de gens qui sont sur Donc Google. l'option qui... mais je pourrais vouloir avoir un autre système de stockage. Je pourrais. Mais qu'est-ce que tu as dit? Non, mais qu'importe. Ouais, ah bon. Au départ, c'était gratuit. Oui, Tu ah ne peux oui. pas changer les règles. Tu ne peux pas changer les règles parce que j'ai utilisé. Et puis, parce que j'ai utilisé, et puis vraiment, pour avoir Ouais, 200. mais- Voilà. Mais tout organisé, etc. Donc là, très gentiment, il me propose pour 1,99 € par mois. Voilà. Oui, C'est question de principe. Tu es une femme de principe. C'est-à-dire, si tu me dis, au départ, j'ai de l'illimité à 1,99 €, je vais dire, ouais, bon, ok. Mais là, par contre, je vais stocker. Tu t'estimes trahi par Google. Voilà. Tu es une femme trahie. Bon. Yeah. Allez, on va maintenant à des choses moins excitantes. Alors, moi, je veux qu'on en parle parce que on va, avec ça, évoquer les problèmes de Big Pharma, enfin, etc., etc. C'est Pfizer. On ne prononce pas le P, hein, c'est Pfizer. Pfizer, c'est... Je disais c'est- Pfizer, moi. Ou Pfizer. Mais c'est comme Mbappé, hein, on Ouais. ne prononce pas le Ouais, accessoirement. Comment Pfizer, mais mon prix, est arrivé à produire quand même 100 millions de doses de vaccins par jour. 100 millions de doses de vaccins par jour, ce qui fait que plus de 20 millions de Français sont vaccinés au moment où nous parlons, et où la marche du complexe industrialo-pharmaceutique, et c'est terrible, c'est plus que l'armée, quoi, c'est plus que la guerre, c'est plus que les tanks, que les avions. Alors, ils sont installés en Belgique, et ils ont réduit les délais de fabrication à moitié, de 110 à 60 jours, boum, pour faire un... Alors, c'est un mélange de protéines et puis d'une matière active qu'ils prennent, qu'il faut venir des États-Unis. Ils ont boosté à 3 millions de doses de vaccins par jour, et le monde. Ouais. Et 70% des vaccins sont produits sur le continent européen, sur les sites de leurs vaccins, ce qui est quand même pas mal pour l'Europe, hein, dans deux bleds de Belgique. Pour tripler la cadence de villages, pour tripler la cadence de production, ils ont ouvert une nouvelle salle, ils ont des congélateurs, mais immenses, quoi, une ville de congélateurs, oui, parce que ça se conserve à moins 1000 eaux. En 70. Ouais. Ils ont donc surdimensionné leur chaîne de fabrication et ils arrivent, comme je vous le disais, à faire ces 100 millions. Trois questions. La première, n'êtes-vous pas en train d'assister à un épisode de Conquête du monde par Big Pharma? L'Agnon Business qu'a fait. Bonne réponse. Non, mais Oui, je crois qu'ils ont gagné, parce que bon, ça me fait rigoler quand Biden et puis d'autres présidents de la République disaient qu'il faudrait peut-être que ça soit fabriqué sur licence libre. Ouais. Tu crois que sur licence libre, même si l'Amérique Ouais, c'est a la compliqué, c'est capacité compliqué, ouais. de mettre Ouais. tout ça d'argent pour arriver. Ah non, accessoirement, il faut bien comprendre, c'est une prouesse. Vraiment, tu as raison d'insister sur ça, mais derrière, c'est pas Pfizer qui a mis l'argent, hein. C'est bien les États. Ah oui. Et puis toute la logistique qui permet ça, encore une fois, payer, c'est l'armée. Oui. Donc c'est la force publique qui permet à une entreprise privée. Mais écoute, les fonds, mais toute entreprise privée mobilise des fonds publics par ici les banques, par les banques, le crédit foncier, tout ça, c'est pas ça la question. Mais le mécanisme du privé, je ne suis pas un capitaliste frénétique, mais tu connais la lourdeur quand même du public, enfin, on le sait. Ah ouais, mais là, ils ont on été se rend légers, compte hein. sur les marchés. Ça a été tout ça. Trump, hein. Trump a mis le fric au départ. aussi. Beaucoup d'argent. Il a mis l'argent et puis il a mis l'armée. Il a Beaucoup dit c'est d'argent, une beaucoup, guerre. beaucoup d'argent. Bon, faut dire qu'on est oui, dans mais une avec situation- quand même la finalisation privée, capitaliste. Ce qui est horrible, je ne suis pas capitaliste, moi, mais il faut quand même remarquer que là, ils sont beaucoup moins efficaces quand il le faut. Tu disais que je t'ai interrompu. Non, ils ont eu beaucoup de débats sur cette question de propriété intellectuelle par rapport à Pfizer, par rapport effectivement aux licences. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup Dans un premier temps, je me rappelle que LFI, la France Insoumise, avait dit il ne devrait pas y avoir de brevet. Hein, voilà. Bon, de l'autre côté, il y a des arguments qui disent oui, mais s'il n'y a pas de brevet, ça veut dire qu'il n'y a pas un process qui est partagé. Protocole. On peut produire n'importe quoi en quelque part. Enfin, je n'ai pas les termes, mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas. Et il disait que les solutions apparemment les plus généreuses ne sont pas forcément les bonnes. Ce sont des fausses bonnes solutions. Voilà, Et c'est ça. d'ailleurs, AstraZeneca, développé par le laboratoire Oxford de façon gracieuse, et un triste C'est exemple ça, de ce que c'est tu ça. dis. En tout cas, écoutez, je crois que ce qu'on attend tous, c'est que si cette vaccination est la bonne solution, c'est qu'elle ramène un peu, si vous voulez,
à faire baisser les inquiétudes dans le monde, quoi. C'est ce qu'on attend. On continue au galop sur Pfizer et autres. J'ai eu une amie infirmière qui m'a expliqué que dans des classes maternelles, en Martinique, on a testé des enfants au Covid. Ouais. Mais que l'effet sur eux, je vous rassure, il ne s'agit pas de semer. L'effet sur eux, c'est l'effet d'une grippe. Ils ont le Covid, on les teste, ils ont le Covid, et que c'est le même effet que la fièvre, au bout de quelques jours, donc un peu de Doliprane enfant, bébé, puis ça passe. Les petits d'hommes sont résistants. Ouais. Alors la question est de savoir que, oui, mais ça c'est les tout petits, mais plus grands, et puis les adolescents, les préadolescents. Il faut la penser, il faut l'envisager de les vacciner. Alors là, pour l'instant, c'est pas encore possible parce qu'il faut quand même là un minimum de tests de ces vaccins sur ces différentes tranches d'âge. Mais on va y parvenir très bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de cette nécessité qui va s'avérer inéluctable? Moi, je suis toujours interrogatif sur la systématisation d'appliquer chez nous des dispositifs nationaux hexagonaux. Alors, c'est vrai qu'on est français. Oui, non, mais c'est pas tellement encore, c'est encore un système, c'est encore une immunité. Oui, c'est ça, mais en même temps, je sais pas, j'avoue que c'est... Bon. Je ne suis pas pour le plaquage. Oui, nous sommes d'accord. L'imitation, le copier-coller. Voilà, je suis pas j'avoue que sur les enfants, la question, enfin, tu sais, le fameux bénéfice-risque, je ne suis pas certaine qu'il soit en faveur du vaccin. Même si, oui, le virus circule, oui, les enfants peuvent l'attraper, oui, ils sont... Là, les tout petits, ça débrouille, mais les adolescents, on ne sait pas comment on sait pas comment les adolescents vont s'en sortir. À l'approche des grandes vacances... Surtout avec les variants, oui, voilà. À l'approche des grandes vacances qui sont synonymes de regroupement. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait un conseil scientifique ici, qui soit un peu autonome. Mais il y en a qui ait capacité et autorité pour pouvoir... On en a entendu parler d'eux, mais qui n'avaient pas d'autorité. C'était quelques médecins qui ont sorti un ou deux communiqués, pour notamment suggérer beaucoup de tests, etc., qui incitent à porter le masque et tout. Et puis, bon, après, comme je pense que les mesures qu'ils avaient préconisées ont été mises en œuvre, ils n'ont pas eu à intervenir sur le terrain de la communication. Alors, est-ce qu'en fait, on n'est pas tout doucement, je dirais que ce n'est pas un match, en train d'assister à la victoire des pro-vaccins contre les anti-vaccins? Est-ce que, bon, on a un peu déjà répondu à la question avec l'anecdote que tu as énoncée, que tu as dit des youtubeurs qui sont payés pour démolir, parce que la marche, le tank des vaccins avance, quoi. Bon, en fait, on a déjà un peu répondu à ça. Mais il y a quand même l'envie d'avoir une vie normale. Est-ce que c'est pas un facteur? Le jure. Ouais, la vie d'avoir une vie, de revenir comme avant. Ça ne sera jamais comme avant. C'est ça. Il faut que la normalité change. Est-ce que les anti-vaccins sont... Oui, tu sais, Gérard, à un moment donné, en plein Covid, j'espère qu'on y est à la fin, mais enfin, on se disait, le monde ne sera pas comme avant. Oui. Or, j'ai envie de dire que philosophiquement, ça c'est un vœu pieux, quoi. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur la nutrition, il faut s'interroger sur la pollution, il faut s'interroger sur les stratégies écologiques, il faut s'interroger sur l'humanisation du monde, tu vois, et casser cette espèce de logique capitalisto-exploitante, tu vois, je veux dire, mercantile qui a toujours mené le monde. Donc, en ce sens... Avec toutes les conséquences que tu décris, l'individualisme... C'est pour ça que j'ai envie de dire que si cette étape du Covid était un élément d'enseignement pour nous, enfin, encore une fois, vœu pieux, nous amenant à plus de modération. Donc je traduis ce que tu dis, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de retrouver la vie d'avant. J'ai élargi ça, pas seulement à pouvoir aller au cinéma, à pouvoir danser, à pouvoir ça. Il ne faut pas essayer de revenir à la vie d'avant, il faut tirer le leçon de ça et créer une autre vie. Bonne question, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça pendant le confinement, ce moment d'arrêt. Oui, et pourquoi on n'entend plus ces philosophes, ils sont... Mais pareil, on n'entend pas le coût écologique de la gestion de la crise sanitaire. Hein, les petits masques, il faut les produire. Pfizer, il s'est mis le congélateur en trucs qui sont pas, on profite pas du froid des latitudes nordiques, par exemple, pour profiter d'utiliser la ressource naturelle pour faire... Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, oui. De manière très basique, est-ce qu'on va continuer à importer 95% des médicaments de Chine?
Je crois qu'il y a, je pense qu'à ce niveau-là, le système, je pense qu'à ce niveau-là, il y aura quand même une remise en cause, parce que c'est le système capitaliste qui a trouvé qu'il a une faille et qu'il soit à se régénérer. Il est fort. Il ne prend pas beaucoup de temps pour se régénérer. Oui, c'est ça. Mais il faut relocaliser des oui, industries. Il faut éviter de... Parce que les Chinois étaient malins. Vini, nous avons mangé ça. Et puis, ils ont mangé tout le monde. Absolument. Non, mais on ne va pas en parler de tout le monde, mais regardez en Afrique. En Namibie, ils exploitent l'uranium, ils exploitent tout. Et même les Namibiens aujourd'hui, ils ont peur. Parce qu'ils achètent tout. Ils modèlent la vie. Enfin, la vie, voilà. Et les Namibiens vont acheter chez les Chinois. Et les Chinois, ils arrivent, ils font une école en Namibie, ils emmènent tout, ils prennent rien en Namibie, ils emmènent tout. Et même leurs ouvriers qu'ils emmènent en Namibie vont manger chinois. Absolument, avec leurs équipes, c'est sûr. Ah non, mais elle a chaud, hein. Oui, c'est sûr. Une blague terrible, il y a que ça se les passe dans la Chinois Caraïbe aussi. qui peuvent manger et consommer local partout dans le monde. Alors, si vous le voulez bien, La blague est tombée à côté. nous allons passer maintenant à la rubrique Société. Il y a une centaine de prêtres qui ont béni des couples de même sexe lors d'une cérémonie qui a été appelée « L'amour l'emporte ». Alors, il y avait là-dedans des LGBTI. Oui, LGBTI, ça existe, c'est même plus compliqué aux États-Unis. Ah bon, parce qu'aux États-Unis, ça continue QRS, etc. Parce que tu as les queers, ce qui veut dire Mahomet, tu as les transgenres, et donc tu as. Oui, mais le I, c'est quoi alors? I, c'est l'un de ceux que je te dis là. L'un de ceux au choix. Et donc, c'est quand même une centaine de prêtres qui ont fait ça en Allemagne, et ça pose de l'Église catholique, apostolique et romaine, et ça pose un gros problème. Alors de façon très polémique, l'article du Monde, que je cite, le journaliste de dire, ou la journaliste de dire, qui s'appelle Chemin d'ailleurs. Ah. Ouais. Est-ce qu'elle est antillaise? Je vais causer ça, parce qu'il y a une famille Chemin ici. Salut Ben, salut Ben. Et elle explique en fait que la désaffection des fidèles, la désertification des églises et tout, va entraîner nécessairement des failles au dogme. Dogme immuable, etc. D'autant plus que dans le combat que François fait pour essayer de libéraliser certaines choses, il y a des limites qu'il ne va pas franchir, qu'il ne pourra pas franchir, qu'il ne va pas franchir. Au risque de l'explosion maintenant du Vatican. Alors, on va développer ça longuement, parce qu'il y a un tas d'aspects de cette question. On va revenir là-dessus, parce que s'il y a un endroit où, sans billetterie, ils roulent à guichet fermé, en Martinique, c'est les églises, malgré tout. Sans billetterie. Nous, oui, on n'a pas de problème. Ici, on n'a pas de problème de remplissage des églises. Et plusieurs messes. Comme on parlait un peu des rouges, verts, noirs, entre autres, hein, oui. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Tout le temps que nous prions dans bon Dieu, nous prions ça. Et la personne me disait que les Haïtiens, du temps de son ouverture, ils avaient déjà cassé le dogme du christianisme pour rentrer dans leur vaudou. Enfin, comme quoi il y a une espèce de mutation sociologique et culturelle quand tu adhères à un Dieu qui n'est pas ton Dieu. Excusez-moi de ce que je dis, mais enfin, vous voyez, mais c'est vrai aussi que l'Église, dans son histoire, il y a à prendre et à laisser. Hein? Et c'est aussi vrai qu'on est complètement, je veux dire, façonné, quoi. Façonné, spirituellement, idéologiquement. Mais il prenait l'adoption du vaudou. Oui, non, enfin, il citait ça comme exemple. Je ne connais pas particulièrement le vaudou. Mais est-ce que tu penses que le vaudou était porteur je ne saurais dire. D'une société haïtienne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aliénation, le conditionnement, c'est peut-être aussi la religion, parfois. L'opium du peuple. Ouais. oui, ça c'est Karl Marx. Mais le problème est que, alors qui se rassure ton ami, parce qu'il y a un gros problème effectivement, mais au niveau de la jeunesse, parce que c'est comme ça jusqu'à maintenant, parce que nous sommes un pays de vieux. Attention, je mets un bémol à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans 15-20 ans, je ne sais pas si les églises ne vont pas être désertifiées. Et puis depuis la pandémie... Je ne suis pas sûr que les jeunes soient très branchés. Oui, bon, il y en a quand même, mais il y aura nécessairement une décroissance, quoi. Il y aura un étiage, comme on dit, du niveau de l'eau dans les rivières qui va diminuer. Ça, c'est évident, parce que c'est le monde immatérialiste, le monde de fait de plaisir immédiat. Il n'y a aucune raison pour que, sauf si vraiment la pandémie continue très 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 fort, qu'il y a une sorte de choc émotionnel collectif,
pour retourner aux valeurs spirituelles et qu'on choisisse celle-là. On pourra en choisir d'autres. Le vaudou, pourquoi pas. Il y a toutes les autres religions issues du protestantisme qui font... qui fonctionnent fort aussi ici. Oui. Ici et dans notamment où il y a des populations jeunes, donc l'Amérique latine Latine, centrale, et aussi au Brésil. des dissidents des catholiques, après. Oui, ils ont fait une percée telle au Brésil, par exemple, où ils sont quasiment, en point de vue population acquise à l'une ou l'autre de ces religions, ils sont presque à égalité maintenant. Ceci étant, on sait tous que la religion a accompagné la colonisation. Ça n'est pas contesté, ça n'est pas du tout contesté. Et a modelé aussi les consciences. Je ne suis pas athée, mais moi je vous dis des éléments historiques qui sont réels. Non mais attends, mais de toutes les façons... À Saint-Domingue, par exemple, les premières cathédrales chrétiennes, c'est à Saint-Domingue. Et c'est là que le christianisme s'est développé dans toute l'Amérique du Sud. Mais personne ne conteste effectivement que l'épée et le goupillon ont été les deux facteurs, les deux vecteurs de la colonisation, c'est établi. Mais il ne faut pas, à mon avis, jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a quand même des gens comme de Las Casas, enfin des gens comme ça, il y a eu de grands lutteurs pour les droits qui sont issus de ces confréries, Épiphane de Moiran, etc. Il faut quand même reconnaître, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a eu des gens. Épiphane de Moiran, il était banni, il est revenu en la clandestinité aux Antilles pour pouvoir se battre. Il était prêtre, il était moine pour pouvoir se battre contre l'esclavage. Donc, ça sont des faits qu'il faut pas. Alors, autre question. Alors, je vais très rapidement. C'est un hasard. En cherchant des articles d'écologie pour le site d'Antilla, je suis tombé sur plusieurs petits articles qu'on ne va pas développer. Alors, je voulais vous les dire, c'est provocateur comme titre. Les porcs, on est toujours dans la société des animaux maintenant, n'est-ce pas? Les porcs respirent par l'anus. Je veux quand même vous dire deux mots là-dessus. Les mammifères. Respire par l'anus. 5 millions d'ânes sont abattus pour fabriquer un produit et on va assister à une chute drastique de la population des ânes de par le monde, ça continue. Autre sujet, face à une recrudescence des cas de salmonellose, les États-Unis, l'organisme de santé, j'oublie comment ça s'appelle, conseille de ne pas faire des bisous aux volailles. Oui. Les gens ne peuvent pas faire des bisous aux femmes maintenant, c'est compliqué. Et puis, donc, pas de bisous, pas de câlins. Et puis, à Fort-de-France, tous les mardis, il y a un service spécial qui chasse les iguanes, une catégorie d'iguanes. Alors, si vous voulez, on commence par les mammifères. C'est provocateur. Le titre est provocateur, mais en lisant l'article, les pauvres ânes. La moitié de la population des ânes en Chine a été utilisée pour fabriquer un médicament. 5 millions d'ânes sont abattus pour fabriquer de l'Ejao, un médicament issu de la médecine traditionnelle chinoise qui guérirait de l'anémie, des maux de tête ou la mauvaise coagulation sanguine. Ça, c'est pour... on parle des porcs maintenant, c'est tout bête. C'est que chez les mammifères, en général, pas seulement le porc, le rectum, vous savez ce que c'est que le rectum, est tapissé d'une membrane qui permet l'absorption de certains composés dans la circulation sanguine. Ce qui fait que déjà, les enfants prématurés, on leur introduit de l'oxygène, en mettant un produit qui s'appelle le perfluorocarbone, qui est lourdement chargé en oxygène, parce que le petit poumon ne peut pas accepter. Voilà. Et les tests ont été faits sur les porcs. Voilà. Parce que le porc, c'est celui qui ressemble le plus à l'homme. Si les gens, et nous, quand vous êtes cochons, comme nous, nous sommes des cannibales. Oui, et des mammifères aussi. Et dernière chose, pourquoi Fort-de-France, c'est une question à 0 balles, pourquoi il y a un service spécial de Fort-de-France qui, tous les mardis matins, capte, et d'autres associations aussi, prennent des mammifères, notamment à Fort-de-France, où il y en a des centaines. Des iguanes des iguanes. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, des iguanes. Ça, c'est un service municipal. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi ces iguanes-là? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est une question. Pourquoi eux, on les capte et puis on les euthanasie, alors que c'est gentil, un iguane? Oui. Non, en fait, on a une espèce endémique d'iguane, mais elle est encore fragile et elle risque de disparaître par ceux qui viennent d'ailleurs. Plus précisément, comment s'appelle cette iguane? D'ailleurs, ce n'est pas une explication. Ça s'appelle tout bêtement l'iguane rayée.
Vous avez vu l'arrêt qui... Ouais. Ouais. Voici les poules. Vous avez vu la photo avec les Oui, coqs pas qu'il ne faut pas bisouner les Américains. Faites pas de bisous aux poules. Alors pourquoi? C'est parce que ces animaux-là transmettent la salmonellose. Pareil pour les canards et tout ça. Et on a remarqué qu'il y a des cas. On a des cas de gens d'enfants qui jouaient avec des volailles. Donc voilà, c'est tout mignon au départ et puis mais, c'est pas tout, mignon. et tout mignon, et c'est mortel. Voilà en ce qui concerne. Quelle est votre position? Quelle est votre position? Tu n'as pas d'animaux chez toi? Tu n'as pas de chien? Non, pas de chat? Non, non. C'est pas possible, ça. Non, pas de chien. Et sur la musique, comment tu ça n'a rien à voir. Oui, toi, les animaux domestiques, les animaux en général, quelle est ta position? Oui, moi je suis. Quoi, tu es chien ou tu es chat? Les deux. Et voilà, quelle femme! Chien, chat! Ouais. Voilà. Bref. Et donc, non, mais c'est intéressant, tu sais, le rapport à l'animal. Parce que de plus en plus, on parle de reconnaître les animaux comme des êtres sensibles, avec donc des droits. Et donc, il y a tous les animaux, abattage. Quand tu parlais des porcs qui respirent par l'anus, moi, ça m'a fait penser à une information vraiment tragique, tous les abattoirs et toutes les images qui sont volées, qui parviennent, donc des abattoirs où on voit les conditions terribles dans lesquelles les animaux sont mis à mort. Il y a notamment un fait qui m'a traumatisée, je l'avoue, celui où on leur donne une impulsion électrique, et notamment dans l'anus pour les pousser finalement à la mort. Je trouvais ça totalement terrible. Et c'est une souffrance de quoi devenir vegan. Mais une question, quelle est ta relation par rapport à tes animaux domestiques? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais ce sont des animaux de compagnie. Donc les chiens et les chats, j'avoue que tout ce qui est perruche, les nacs, comme on dit, les nouveaux animaux de compagnie, c'est pas... Ça veut dire que tu parles à ton chien, à ton chat? Alors, le problème du chat, c'est qu'il répond. C'est plus compliqué. mais bien sûr, ce sont des petits animaux de compagnie. De compagnie, je sais pas comment dire. Et ce sont des petits êtres vivants qui sont nécessairement en relation avec l'humain qui les nourrit et avec lequel ils vivent. Mais je veux dire, même une tortue, ça peut être un animal de compagnie. Ça n'a rien de choquant. Mais une tortue, c'est quelque chose que... Qu'est-ce que tu penses de ça, Christian? Ah non, je sais pas. Moi, je suis pas animaux. Hein. Quand j'étais tout petit, mes parents avaient un chien, il s'appelait Dick. Oui. C'était un chien martiniquais. Un berger des Cales. Chien créole. Et c'est chien créole, voilà. Et je n'ai jamais vécu avec des animaux. Mes enfants, à un moment donné, nous ont fait acheter un Rottweiler, un truc comme ça. Mais nous t'es pêché tellement ils lui volaient. Non, mais je vous dis, c'était... Vous n'avez pas choisi le plus tranquille. Ils ont pris la tête, quoi. Ils voulaient un rock, machin. Tu connais les gosses, quoi. À un moment donné, à la on a cédé. Après, il faut donner à manger aux chiens. C'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Excuse-moi, je suis confuse là. Mais pour le coup, tu sais que... Alors, il y a trois chiens. Oui, il faut un permis pour certains chiens. Oui. Permis de... Tout le monde n'a pas le droit d'avoir un Rottweiler, un Tosa japonais et un American Stafford, ce qu'on appelle un pitbull. On n'a pas il faut passer un examen, en vrai. Il faut déclarer. Enfin, il y a toute une... un permis pour posséder ces chiens. Il faut un permis qui dit que tu es en capacité de gérer un chien comme ça. tout à fait. Moi, j'ai un cousin comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes que l'on voit, avec leurs chiens, qui sont des chiens à l'évidence mais tu me demandes vraiment ce que j'en pense. Non, mais est-ce que c'est une mode? Mais il y a une mode aussi dans les chiens. Je me rappelle, il y a une famille, ils avaient des bergers allemands. Alors, c'était quand ils allaient promener leurs bergers, tout le monde était machin, des bergers allemands, tu vois. Après les Malinois, après les Hautes-Villes. Je veux dire, il y a une espèce de snobisme aussi dans les chiens. Je trouve. Pour le snobisme, je revendique. Tu revendiques, oui. Enfin bon, ceci étant, c'est pas une critique. Mais n'empêche que tous les chiens que tu as cités, ce sont quand même des chiens de travail. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des chiens de travail. Donc, en l'occurrence... Qu'est-ce que tu appelles des chiens de travail? Alors, ce sont des chiens qui sont faits qui sont éduqués et dont les races sont perfectionnées pour un usage. Gardienné. Tu as aussi des labradors qui sont exactement. Ce sont des chiens de combat. Le Rottweiler, le Malinois, le berger allemand, ce sont des chiens de combat, ce sont des chiens d'attaque, des chiens de défense. Mais une petite question perverse. Comment nous sommes tous des métis, pour ne pas dire des bâtards, on cherche absolument des races. Une question, je la lance, puis je l'enlève. C'est une question belle.
Comment nous, qui sommes des bâtards, c'est des mélangés, nous sommes des métis, mais on cherche à avoir des races, c'est quoi, des ça, non, mais on s'en chiens va. avec pédigré, tout ça. Mais c'est tellement rigolo, parce que moi, pour le coup, j'ai un petit pur race, mais qui n'avait pas ses papiers. Donc, non, mais il y a un snobisme aussi, hein, parce que plus on était haut dans la société, plus on avait des chiens particuliers. oh. Tu commences à dire, c'est ça, les rocs, les machins, les choses, même les bergers allemands, dans le temps, c'était pas le petit mec qui travaillait à l'usine qui avait ça. Hein, c'est-à-dire que maintenant, le petit mec qui est à l'usine, tu le vois avec son dog. Peut-être, mais fini, le chien était aussi un élément de démonstration de statut social. Ouais. Le type de chien qu'on avait, quoi. Voilà. Enfin, j'en ai pas Ceci dit, les chiens, pour la petite histoire, le chien, plus un chien est pur en race, plus il est fragile. Plus il est fragile, ça veut dire plus il va te coûter en termes de coûts de vétérinaire et d'entretien, etc. Lorsque le bâtard, il va résister. Il va résister. Moi, quand j'arrive chez Gérard, j'ai toujours peur des chiens. Il n'a pas des bâtards, hein, je précise. Oui, mais moi, ce ne sont pas des chiens de compagnie, ce sont des chiens de travail. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la notion de chien de compagnie. Je les aime bien, les chiens. de travail. Mais les chiens font leurs affaires, puis je fais les miennes. Je ne touche pas les chiens, je leur parle, je les dresse. J'ai une relation virile avec les chiens. Les chiens, mais c'est pas. C'est de l'anthropomorphisme, c'est ça le terme? Je ne les humanise pas. Un chien, c'est un chien. Quand le chien est mal foutu, je l'euthanasie. Oui, mais je connais ton petit chien. Le petit chien, il est bien, il est tellement beau qu'il est comme une poupée. Mais ça, c'est un chien poupée, ça. C'est pas un chien de travail, ça. Bon, alors si vous voulez maintenant, on va aller sur ce qui vous intéresse le plus sur Terre, la musique, la culture et jingling, jingling. Les cinémas sont ouverts. Alors, je voudrais qu'on développe un petit peu plus sur les fragilités du cinéma. Après la crise, la dette de la distribution. Alors, c'est très long, c'est très compliqué. En 2 mots, ce qu'ils expliquent, c'est que, premier fait, c'est qu'il y a des films qui sont faits, mais il n'y aura plus de place pour les films à production moyenne. Parce que ce sont des énormes productions, ou des productions importantes. Donc les chiffres 400 millions, ou alors quasiment 1 milliard, etc. qui vont se faire. Donc, il y aura ce phénomène, si tu veux, d'atteinte à la production du film, parce qu'il n'y aura plus de production de film. Le film que nous pourrions par exemple, décider de produire, à la limite, peut-être les 3 collectivités réunies, un film à 400 millions, on pourrait décider que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane produisent un film sur la Caraïbe, et on ne met pas... Francophone la Caraïbe en général, parce que l'OCS peut y participer, puis c'est la promotion, etc., etc. Mais malgré tout nos efforts n'iraient pas plus loin que 800 000 euros. Donc, Madame la spécialiste, je crois que c'est un coût moyen. Oui. Deuxièmement, les distributeurs sont tellement sous pression qu'ils ne peuvent plus faire leur fonction d'avance. Parce que j'ai compris, ce que j'ai lu, que j'ai compris qu'ils préfinancent les films et tout ça, et qu'ils sont pris. Et puis j'ai compris aussi qu'il y aura tellement de films qui vont se bousculer qu'on avait déjà dit ça, mais je le répète, ça va tourner très vite, donc ça va être moins rentable, parce que ça ne va pas rester assez longtemps, et parce qu'il y en a d'autres qui poussent à l'arrière. Et puis aussi que la jauge des salles, on a vu la salle, merci pour la photo, et que ce n'est pas avec des salles comme ça qu'on pourra gagner son argent. Alors, je passe la parole à la spécialiste du cinéma. C'est tout le système, vraiment, c'est tout l'écosystème du cinéma qui vit une révolution. Et c'est pour ça que la production de films, oui, c'est une chose, d'accord, mais derrière, c'est un pari que tu fais quand tu produis un film. Ça veut dire que tu mets de l'argent, mais tu ne mets pas de l'argent à des fins philanthropiques, tu mets de l'argent parce que tu espères bien en récolter. Et ce que tu disais très clairement, c'est qu'un film, quand tu dis un film moyen, c'est pas tant... On ne peut plus se contenter d'un succès d'estime. Il faut, comme les Américains, ils savent faire. Il faut exploser les budgets. Ils ont fait... Alors, c'est pas exploser le budget. Dans le coût d'un film, la partie qui coûte le plus cher maintenant aux États-Unis, je parle notamment des blockbusters, c'est la partie commercialisation. Et la commercialisation, elle ne commence pas avec la diffusion en salle. Elle commence en amont sur tout ce qu'ils appellent les teasers. Donc, c'est toutes les bandes-annonces qui te disent que le film va sortir. Et là, je peux vraiment donner un exemple patent qui est Fast and Furious 9, qui va sortir le 14 juillet et pour lequel ils ont fait une bande-annonce spéciale pour dire on va se retrouver au cinéma
ça va être plus de 2 heures de quelque chose d'extraordinaire, mais à la clé, c'est l'assurance que le film rapporte de l'argent et qu'il rapporte beaucoup d'argent. Parce que les producteurs, il faut qu'eux, ils se remplissent les poches. Enfin, pas qu'ils se remplissent les poches, c'est dit de façon un peu triviale, mais il faut qu'ils récupèrent leur financement. Mais aussi les salles et toute la chaîne et tout l'écosystème qui va avec. Aussi les acteurs, les cachets qui sont annoncés, ils s'accompagnent également de pourcentage sur les recettes. Absolument. Voilà, donc le système est grippé. Alors le système est grippé, mais la grippe, elle risque de toucher, et avec un effet dévastateur, ça risque d'être une hécatombe sur les plus faibles, notamment le petit cinéma français, un cinéma qui est très fortement, pas sponsorisé, mais qui est très fortement soutenu financièrement, et qui se contente, enfin non, c'est pas bien de dire ça, qui travaille vraiment sur du succès d'estime. Les films ne sont pas vendus, le cinéma français, et il reste dans un marché limité à la France. Les rares films, le film français qui a fait le plus d'audience hors de France, c'est le film Lucie de Luc Besson, avec l'actrice Scarlett Johansson. Dit comme ça fait des noms, etc., mais ce sont des figures internationales, il est tourné en anglais, ce sont des conditions pour qu'on arrive à une rentabilité. Et aujourd'hui, les films français, stricto français, il y a par exemple un joli petit film qui est sorti qui s'appelle Envole-moi, ce n'est pas dit que ce film aura du succès, aura un succès suffisamment rentable pour que son réalisateur, Christophe Baratier, qui pourtant avait fait Les choristes à l'époque, donc qui est un nom, qui est une référence, c'est pas dit qu'il aura les moyens de remobiliser et de convaincre des producteurs et des diffuseurs pour son prochain film. Parce que son film, il va passer sur toutes les plateformes, et sur les plateformes qui sont... voilà, l'économie, le modèle économique du cinéma, il est bouleversé et il est explosé. Oui, vas-y, Christian. Nadia, une petite réflexion comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même un espace francophone. La francophonie, ce n'est pas la France seulement. Il y a un espace où il y a beaucoup de pays africains qui sont francophones, et on a l'impression que le français, il va considérer qu'il a réussi que quand il passe aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une... Ça, c'est du réalisme. C'est du réalisme. Ouais. Oui, parce que c'est là que... Je te donne juste... C'est là que se trouve le pactole. Bon. Alors, c'est la plus... mais il y a l'Europe, oui, mais il y a l'Asie... Il y a aussi l'estime. Le 7e art, aux États-Unis, c'est une industrie. Et c'est une industrie rentable. Lorsque Black Panther fait 1 milliard de recettes, c'est dans le monde, on ne réalise pas la portée de ça. Il a fait 1 milliard indépendamment de la Chine. Il a fait 1 milliard avant d'aller en Chine. Ça, c'est normal que ça soit les États-Unis la référence par rapport à ça. C'est la plus ancienne académie. Le film français, le français Florent Zeller, qui a 2 Oscars pour un film qu'il tourne en anglais. Mais c'est évident, c'est une caution, c'est un cachet qui lui est donné. Parce que son film, c'est pas que de l'estime, c'est aussi parce qu'il l'a rentabilisé. C'est ça. Mais de l'autre côté, par exemple, l'Inde produit plus de films que les Américains. Enfin, autant en tout cas. Le cinéma indien fait des films pour son marché indien. Et c'est un autre, écosystème. C'est un autre écosystème. Leurs films, je ne pense pas que leurs films coûtent aussi cher, mais ils font des films pour les Indiens. Et des films d'ailleurs qui se vendent très mal. Et ils ne sont pas exportés. Il faut dire les choses de déjà, façon ils se contentent de leur marché aussi. Oui, mais ça suffit. Ils ne se contentent pas de leur marché. Ils ne se contentent pas de leur marché. Ils n'en ont rien à faire du marché extérieur. Oui. Parce que leur affaire marche bien. Mais c'est ça. À tel point que les acteurs indiens qui s'exportent, ils gardent bien les règles de leur pays. Je vous dis un truc tout simple. Vous n'allez jamais voir une actrice indienne embrasser un acteur américain, non ? Un acteur dans un film hollywoodien. Madame Cinéma, nous allons longuement parler du cinéma, parler un petit peu de musique. Et sur un problème essentiel, et très important, c'est que le marché mondial de la musique, Christian, la musique enregistrée affiche en 2020, là, en pleine pandémie, une croissance de 7,4% pour atteindre un chiffre d'affaires total de 21,6 milliards. Explication, M. Sassem? Oui, le marché de la musique enregistrée, c'est le streaming, c'est tous les nouveaux modèles opératoires. Mais à côté de ça, le CD continue à disparaître. Et en plus, l'économie même de la musique enregistrée n'est pas aussi féconde.
Et puis, ce que je veux dire, l'augmentation du marché de la musique enregistrée, c'est avant tout la musique, ce qu'on appelle la musique urbaine. Donc, il y reste beaucoup de problématiques dans la musique. Mais c'est vrai que les nouveaux opérateurs, profitant du Covid, ont pu, effectivement, il y a eu beaucoup de sédentarisation à la maison, donc ils ont augmenté. Ils ont profité. Mais, par exemple, j'ai interrogé 2 producteurs antillais ce matin, et ça ne transparaît pas du tout chez nous, quoi. Actuellement. Voilà. Ouais. Hein? C'était ma deuxième question. C'était ma deuxième question. Alors, je commençais par le premier volet. C'est qu'un titre comme Blinding Lights, des musiques que nous n'avons pas encore écoutées, on a peut-être tort, mais on n'arrive pas à les écouter, toi et moi, du chanteur canadien The Weeknd, a été streamé ou téléchargé plus de 2,72 milliards de fois en 2020. Mais c'est terrible. Streamer, c'est faire venir directement, sans le CD, sans le vinyle. Il arrive en tête du palmarès mondial, dévoilé par un organisme quelconque. Tout format confondu, le top 10 des artistes mondiaux, couronne un groupe coréen, BTS, coréen, qui vient de mettre en bourse son propre label. C'est extraordinaire. Suivi par l'américaine Taylor Swift, ce qui est un peu plus pas acceptable, mais compréhensible. Mais Taylor Swift est en tête elle a fait plier Spotify, je crois. Non, je vais dire de bêtises. Mais elle est en tête des charts, enfin depuis pas mal d'années. Alors attends, une citation qui va te plaire, Christian. Alors que le monde est confronté à la pandémie de Covid-19, la capacité indéfectible de la musique pour consoler, guérir ou garder le moral nous est rappelée, affirme France Moore, directrice générale de l'Institut américain quelconque de la musique. C'est beau comme Absolument. Alors parlons maintenant de notre alors continue sur ce que tu disais, notre production à nous, de production locale. Oui, c'est ça. Alors, donc, moi, ce matin, j'en parlais avec notamment Don Miguel, et je parlais également avec Claude Cabi, qui en ont beaucoup produit. Et par exemple, Miguel me disait il faut, par exemple, Spotify, il faut savoir que Spotify, qui est la plus grosse plateforme, elle n'est pas du tout captable véritablement ici. Hein, on a du mal à capter ce données. Deuxièmement, Deezer, il m'expliquait que ça ne rapporte pas beaucoup. C'est ça. Troisièmement, il faut savoir que Spotify, par exemple, reçoit 20 000 titres par jour, 20 000 titres nouveaux par jour. Donc, c'est extrêmement compliqué. En plus, il faut aujourd'hui avoir un distributeur digital. Hein, c'est ce qu'on va avoir pour, par exemple, du Jazz. On a un distributeur digital qui va travailler avec les plateformes parce que tu n'arrives pas là comme ça. Pour le référencement. Pour le référencement. Les plateformes sont déjà surbookées, donc tu ne peux pas y arriver comme ça. Et puis, peut-être faudrait-il créer chez les plateformes un concept Caraïbe créolophone, quelque chose comme ça, French Caribbean Music. Pour que dans le flow, on puisse retenir. Voilà, c'est ça. Comme on a créé la world music, on fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, concrètement, il faut qu'on ait une stratégie numérique qui soit lisible, qui soit inventive. Et au niveau des trois pays, au niveau de Martinique et la Réunion aussi. Peut-être. C'est là qu'il faut effectivement comprendre que les modèles économiques ont changé et que si nous voulons être présents, nous devons être suffisamment innovants pour pouvoir afficher notre afficher aussi peut-être une identité. Il faut de la même façon que tu as parlé de World Music, c'est vrai que ça a été une période un peu, pas dépotoir, mais quand on ne savait pas dans quelle case mettre une musique, allez hop, tu fais un peu de World. Mais c'est vrai que le nouveau contexte, on voit bien, on a peu de productions qui sortent. Il y a peu d'œuvres nouvelles, et même si elles sortent, elles sont noyées. Donc on peut se demander comment faire aujourd'hui pour garder notre identité musicale, notre compétitivité musicale. Tu vois, ce sont des questions qui sont complètement contemporaines, quoi. Il faut l'intervention de la puissance publique. Ben, il faut d'une réflexion, tu sais, il faut les assises de la musique. D'un pôle régional de la musique. Il faut de nouvelles stratégies. On ne peut pas laisser dans le temps. Moriello faisait des disques, Georges de faisait des disques, mais aujourd'hui, le monde a changé. Donc les États, c'est comme pour le cinéma. Si le cinéma français n'était pas soutenu, s'il n'y avait pas des quotas, on voit bien, le cinéma aurait disparu. Je n'ai pas donné les chiffres pour que l'émission ne soit pas trop lourde, mais Bachelot a rajouté 80 millions d'euros. Voilà, c'est ça. L'équipe précédente, pendant la pandémie, avait déjà mis 600 millions d'euros pour sauver le cinéma. C'est ça. La création, la production, la distribution sont des éléments aujourd'hui qu'il faut
considéré comme essentiel, et l'économie culturelle également. Ouais. On voit bien... Lié à la production musicale. Tout à fait, et au développement économique. Le Globalement, on peut pas dire. non, mais c'est notre dada, toi et moi, parce que c'est pas seulement la musique pour écouter de la musique, c'est la musique ça, aussi pour ça, nourrir pour les gens. s'amuser, c'est pas que ça, tu vois, c'est ça. C'est pour accompagner le tourisme, c'est pour accompagner l'économie, et puis accompagner la vie. Et puis l'éducation, puisque nous sommes en train de travailler avec Martinique Transport aussi, sur un programme pédagogique musical dans les autobus scolaires. Tu vois, bon, ça c'est avec le comité martiniquais de la musique. Nous essayons de développer le concept de la maison de la biguine. Enfin, aujourd'hui, il faut passer à un autre niveau, quoi. D'interventionnisme. Et mais c'est sur ces paroles excessivement intéressantes et culturelles. Ouais, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Manuel Césaire, parce que Manuel Césaire, il a une plume extraordinaire, on n'aura pas le temps de lire, mais à l'occasion de la disparition de Stella Walters, qui était... Il a fait des bijoux. Voilà, il faisait des bijoux. Est-ce que nous étions convenus effectivement qu'on en parlerait, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais Manuel, je suis très heureux de voir la fluidité de sa plume. Non, attends, j'insiste, la prochaine émission, on en parle. Je lui ai demandé l'autorisation, il m'a répondu très aimablement. Bravo. À notre prochaine émission, très volontiers. Je vous le promets. À très bientôt.